Bonjour à vous, alors aujourd'hui j'interviens très rapidement, c'est juste pour vous dire qu'on est lundi et que le lundi je propose un format de vidéo complètement différent. Vous verrez, elles sont extraites de mes programmes, de toutes mes formations, donc prenez plaisir, prenez des notes et ça ne change rien au fait que vous puissiez télécharger mes bonus qui sont au-dessous ou simplement vous abonner. Allez, bon visionnage et à vos notes. Bonjour, bienvenue sur ce cours 4 du module 4 intitulé « Des points déterminants pour négocier ». Nora Roberts disait « Si vous ne courez pas après ce que vous voulez, vous ne l'aurez jamais. Si vous ne demandez pas, la réponse sera toujours non. Si vous ne faites pas un pas en avant, vous resterez toujours au même endroit. » C'est un proverbe à analyser et à bien réfléchir puisque je trouve qu'il est totalement en corrélation avec la négociation. Vous allez le voir, la négociation, ce n'est pas du tout une histoire de c'est possible ou c'est pas possible, c'est une histoire de réflexion et d'analyse par rapport à une personne en face et par rapport à une situation donnée qui est la vôtre. Évidemment qu'il faudra oser et il y a une part de passage à l'action qui est très importante et vous verrez aussi que c'est peut-être beaucoup plus simple que vous ne croyez, surtout si vous passez par l'intermédiaire d'un agent immobilier. La négociation s'apprend. Il est important de connaître le marché sans être un expert au départ. Après quelques recherches, on a déjà des connaissances. Sur les prix au mètre carré, on a déjà vu des outils qui pouvaient vous permettre de trouver ceci. Sur la valeur des loyers, sur les quartiers. Et c'est une bonne nouvelle, c'est important pour nettement mieux négocier. Vous aurez beaucoup plus de répondants et vous saurez répondre aussi avec tact et surtout avec des valeurs connues, des tests que vous aurez effectués qui auront une toute autre valeur que des discours qui ne seront fondés sur finalement pas grand-chose. Et je pense notamment à certains agents immobiliers. Alors je suis désolé si vous êtes agent immobilier et que vous m'entendez parler, je ne cherche pas à être critique pour être critique, mais je sais aussi que leurs arguments marketing de vente sont souvent appuyés sur des choses qui ne sont pas réelles. Un vendeur peut être vraiment submergé d'émotions. On oublie ce point qui pourtant est vraiment très important. Les agents immobiliers savent très bien en jouer. Pourquoi un vendeur peut être submergé? Il y a différentes raisons. Il a la difficulté à se séparer du bien immobilier. Il y a trop d'affect. Alors ça, c'est vraiment une notion que vous pouvez soit totalement comprendre ou soit vous ne comprenez pas du tout. Finalement, un bien immobilier, ça reste un bien matériel. Et il y a des personnes en ce monde qui sont très attachées à tout ce qui est matériel parce que ça leur rappelle, ça a une valeur sentimentale pour tout un tas de raisons. Parce que ça a été légué, parce que c'est leur premier investissement, enfin pour tout un tas de raisons. Moi, par exemple, je peux totalement comprendre ça puisque j'ai ce petit lien et ce petit affect pour le côté matériel et des fois, ça pourrait être pénalisant. Clairement, dans le monde de l'investissement, j'ai vraiment appris à me défaire de ça puisque ça n'a rien à faire dans l'investissement. L'affect n'a pas du tout sa place. Mais par contre, vous pouvez être en face de vendeurs qui, eux, ont vraiment cet affect développé et des fois, ça complique les choses en termes de négociation. Dans ce cas, justement, il appréciera quelqu'un qui va prendre soin du bien. Il faut donc lui faire comprendre que ce sera le cas. En fait, ce qui pouvait être un défaut au départ, c'est-à-dire que la personne est très attachée à un bien immobilier, ça peut devenir aussi un point d'appui. Une nouvelle fois, on voit des problèmes ou alors on voit des possibilités. Là, clairement, le fait que ça soit difficile pour se séparer du bien parce qu'il y attache de l'importance, essayez de montrer que vous souhaitez vraiment en prendre soin et que vous allez y faire attention. C'est déjà, il faut rentrer dans la sympathie. Il a peut-être aussi besoin d'une somme d'argent rapidement. Et là, dans ce cas-là, vous êtes peut-être dans ce cas-là vu comme le sauveur potentiel qui va lui fournir cet argent pour X ou Y raison. Un vendeur non fixé. Dans le cas d'émotions importantes, le vendeur est peut-être non fixé sur le prix minimal qu'il souhaite. Ça rejoint un petit peu à l'opposé et d'une manière différente l'offre maximale que vous êtes fixé, comme on a vu dans les cours précédents. Quand vous vous fixez une offre maximale à ne pas dépasser pour acheter un bien immobilier, c'est justement pour ne pas faire de bêtises et se dire, voilà, au-dessus, je sais que ça va être trop cher et que je ne vais plus rentrer dans ma règle de calcul mathématique et que la rentabilité ne sera pas bonne. C'est exactement la même chose pour un vendeur qui devrait se fixer un prix minimal à ne pas dépasser. Sinon, s'il ne se fixe pas ce prix minimal et qu'il met en vente, imaginez, il met en vente son bien, il n'a pas réfléchi, il ne sait pas ce qu'il veut en offre minimale, ça veut dire qu'il est prêt à descendre n'importe où. Certainement qu'il y a beaucoup de vendeurs qui ne savent même pas et qui ne savent même pas jusqu'où ils sont prêts à aller. Clairement, c'est une aubaine pour nous qui cherchons des biens les moins chers possibles. Il ne sait certainement pas jusqu'où il est prêt à descendre le prix et imaginez en plus qu'il n'ait pas eu de proposition depuis longtemps. Là, on peut obtenir un petit cocktail gagnant qui fait que le vendeur est clairement perturbé, il ne sait pas et en plus, vous arrivez prêt à lui faire une proposition d'argent. C'est peut-être
la très bonne affaire qui vous attend à ce moment-là. A l'inverse, vous, ne montrez pas trop vos émotions positives, mettez-vous en situation de visite, cela vous plaît, vous percevez l'hypothétique bonne affaire, vous visualisez le fabuleux potentiel et vous savez comment vous allez apporter de la valeur. Faites en sorte de ne pas montrer votre enthousiasme. Vous montrez simplement que c'est très bien entretenu et pensez à flatter un petit peu. Ne rentrez pas dans le bien en disant « Oh là là, c'est catastrophique, il va vraiment falloir que je fasse plein de travaux ». Si vous entrez de cette manière et que vous tombez sur une personne qui est un peu liée à l'affect ou même un agent immobilier qui n'a pas envie de se prendre la tête, vous risquez de le braquer et ça va être compliqué pour la suite. Donc au contraire, essayez de flatter un petit peu, montrer que oui, il y a du travail à faire, mais qu'on sent que ça a été bien entretenu. Le reste va suivre après. Pointez au contraire quelques défauts pour anticiper la négociation, mais sans trop insister. Quel est ce type de vendeur? Idée de déterminer si la vente est urgente, si le vendeur a fixé un prix minimal de vente, si le vendeur est dans l'émotion, s'il est borné. Définissons un ensemble de questions potentielles justement pour déterminer ceci. Des questions pour déterminer le type de vendeur. Attention aussi à ne pas être trop lourd et à ne pas entrer trop dans les questions brutes qui vont clairement montrer que vous cherchez, on va dire, à obtenir le meilleur prix et la meilleure négociation. Il n'y a pas longtemps que j'ai vendu mon premier bien immobilier, voilà, pour des raisons d'arbitrage, ça on y reviendra quand vous serez multipropriétaire. Mais en tout cas, j'ai vu des personnes me contacter et très lourd. Alors moi qui ai ce recul d'investisseur, c'est encore pire puisqu'on sait pertinemment pourquoi les questions sont posées. Bah, clairement, je vais vous dire ce qui s'est passé dans ma tête. J'avais défini cette offre minimale ou plutôt maximale. Je voulais vraiment pousser la vente pour l'avoir le plus cher, pour obtenir le plus d'argent possible. Mais clairement, j'ai fait mon choix aussi en fonction de la sympathie de la personne que j'avais en face et de son dossier, bien évidemment. Mais quand vous avez le choix, clairement, la personne qui est la plus sympathique et qui a été la moins lourde sera inconsciemment privilégiée au final pour céder le bien. Quel est ce type de vendeur ? Alors, depuis combien de temps le bien est-il en vente? C'est une question simple, avec un objectif très clair. Le vendeur est-il pressé ou est-il très pressé? Essayez ensuite de trouver le pourquoi de la vente. Pourquoi le bien est-il en vente? Alors, soyez subtil, notez ces questions, faites attention quand vous allez les amener, ou essayez de les avoir peut-être avec l'agent immobilier. C'est une question simple, parfois il faut demander de manière détournée, c'est ce que j'essaie de vous dire. Ce pourquoi détermine souvent l'urgence ou non de la vente. Je vous donne 3 exemples ici. Donc vous avez la dette, le divorce, la succession. Donc clairement là ce sont trois termes qui ont une connotation bien évidemment négative, mais qui mettent souvent le vendeur dans un état d'empressement qui est positif pour nous. Donc ne vous sentez pas coupable si la personne est en phase de divorce ou en phase de dette ou pour une succession. Vous n'y êtes pour rien. Vous êtes là pour faire la bonne affaire, et 2, au passage, n'oubliez jamais que c'est votre argent aussi qui va faire en sorte qu'il lui va peut-être changer de vie, parce que vous êtes un potentiel acheteur, et c'est très bien si vous faites une bonne affaire, mais vous allez aussi amener de l'argent pour que le vendeur puisse voir les choses autrement à l'avenir. Donc ne vous sentez surtout pas coupable. Quel est ce type de vendeur? Y a-t-il eu des visites? Déterminer l'état d'esprit du vendeur permet aussi de connaître des offres non acceptées, tirer des conclusions des premières visites pour flatter. C'est exactement ce qui m'était arrivé un petit peu quand je regarde la deuxième ligne. Permet aussi de connaître des offres non acceptées. C'est un point important parce que si vous avez vraiment un vendeur qui a eu 1 fois, 2 fois, 3 fois des propositions et qu'au final la vente n'a pas abouti parce que la personne n'a pas eu le prêt, vous pouvez être certain que si vous amenez un élément de réponse avec une petite lettre du banquier, et que vous prouvez que, ou même si vous dites déjà que vous êtes suivi par la banque, vous allez faire mouche et vous allez forcément faire un déclic dans la tête du vendeur qui va être important. Si refus de prêt, c'est ce que je vous ai mis dans la petite étiquette en haut, montrez que vous avez l'accord du banquier. Attention toutefois, une offre refusée pour un montant trop faible à un instant T ne sera pas obligatoirement refusée à un autre moment. Ça rejoint plus le point 2. Je suis parti dans l'explication des offres non acceptées. En fait, je vous ai expliqué plutôt les offres refusées par l'emprunt, mais partons sur les offres non acceptées par le vendeur. Sachez une chose, c'est que s'il n'a pas accepté, à l'inverse de ce que je disais tout à l'heure, s'il n'a pas accepté des offres par exemple à 100 000, à 110 000, bon clairement c'est peut-être pas la peine de vous pointer avec une offre à 80 000 parce que ça veut dire que s'il a refusé ça, certainement qu'il n'est pas dans l'état d'esprit de négocier aussi bas. Mais il existe quand même
il existe quand même quelque chose qui est à l'inverse de ça, puisque ça m'est particulièrement arrivé. Vous pouvez avoir eu des offres acceptées pour un certain montant et acheter un bien pour une offre inférieure. Je m'explique. Un vendeur peut très bien avoir refusé des offres à 125 000 euros, par exemple, pour un immeuble ou pour un appartement, peu importe. Et vous arrivez, vous obtenez le bien à 115 000. C'est tout à fait possible puisque la situation du vendeur peut très bien avoir changé entre-temps. On peut prendre une multitude d'exemples. Il peut très bien avoir refusé 2 offres à 125 000 comme on l'a dit. Derrière, il a eu une offre au prix qui n'a pas été au bout puisque le banquier n'a pas prêté l'argent. Ou derrière, il y a eu 2 offres un peu plus hautes mais qui ne sont pas allées jusqu'au bout pour d'autres raisons. Et vous arrivez peut-être à un moment où le vendeur en a marre. Et au final, vous arrivez en prouvant que vous aurez l'emprunt. Et bien l'offre à 115 000 est quand même réfléchie malgré des offres qui avaient été plus hautes auparavant. Ça existe, c'est rare. Mais plus vous vous mettez dans la situation du vendeur, plus vous avez d'éléments et plus vous serez en mesure d'avoir une réflexion qui sera orientée de manière intelligente pour faire une bonne négociation. Quel est ce type de vendeur? Le vendeur souhaite-t-il acheter un autre bien? Est-ce qu'il a besoin d'argent rapidement ou non? Vous pouvez poser ce type de questions à l'agent immobilier, c'est très souvent plus facile, mais attention, lui aussi peut s'avérer très malin et il répondra souvent ce qu'il a envie. Et si vous n'avez pas encore une relation de confiance totale. Oui, il faut se mettre aussi dans la peau de l'agent immobilier parce que trop souvent, on a tendance à se dire, tiens, en ayant les infos par l'agent immobilier, clairement, je ne prends pas de risque, il va me donner des infos et voilà. Au final, ne perdez pas de vue que l'agent immobilier, il peut très bien être en train de calculer aussi. Alors, si vous êtes dans une relation de confiance, il n'y a pas de problème. Montrez-lui que vous êtes capable de comprendre ça. Mais prenons un exemple simple. Si l'agent immobilier sait pertinemment, on va prendre un exemple. Il sait pertinemment qu'une offre à 100 000, ça va être intéressant pour lui parce qu'il n'aura pas besoin de diminuer sa com. Peut-être qu'il sait aussi qu'une offre à 90 000 serait acceptée par le vendeur à condition que lui-même diminue sa com. Vous pouvez être sûr que si c'est dans ce cas-là, il va faire en sorte de vous montrer que l'offre à 100 000, ça sera vraiment le dernier carat, la dernière solution, sinon elle ne sera pas acceptée. Et en fait, ça ne sera pas du tout parce que le vendeur ne veut pas l'accepter, mais simplement parce que lui n'a pas envie de diminuer sa com en s'arrangeant avec le vendeur. Ça peut arriver, vous avez des agents immobiliers qui sont très bloqués sur ce genre de choses. Ce ne sera peut-être pas votre partenaire sur le long terme, mais ça n'empêche qu'il aura peut-être potentiellement une bonne affaire à vous proposer. Donc attention à ne pas être trop naïf avec le discours de l'agent immobilier et trouvez ce bon compromis aussi. Montrez que vous êtes malin, que vous comprenez des choses. Voyons des techniques supplémentaires de négociation. Des techniques supplémentaires testées. Attirer le vendeur sur le gain. Pour éviter qu'il ne remette sa décision trop loin dans le temps, vous précisez alors que votre offre est immédiate, vous avez d'autres visites les jours suivants et il doit aller vite grâce ou à cause de vous. Finalement, vous êtes en train de montrer que vous maîtrisez un peu le jeu. Vous avez tout à fait le droit de dire, écoutez, votre bien me plaît, mais effectivement, moi, je dois acheter pour rénover, je dois faire des travaux et je vais aller voir 2 autres biens. Clairement, il y en a un sur les 2 qui a l'air plutôt pas mal. Donc, moi, je vous fais une offre immédiate. Sachez juste que demain et après-demain, j'ai 2 autres visites et que je ferai aussi des offres immédiates si je suis intéressé. Vous allez quand même attirer le vendeur sur le gain et sur la perte. Donc là, vous allez le mettre en situation de réflexion un peu plus active. Ça peut être intéressant dans certains cas. Des techniques supplémentaires testées, montrez que votre offre est raisonnée pour éviter de passer pour un marchand de tapis. Montrez que votre projet nécessite des travaux, citez quelques travaux, quelques prix. Montrez aussi que les travaux coûtent cher et que sans eux, la location n'est pas possible selon vous. Le rabais passe beaucoup mieux avec la justification et les arguments viennent assez naturellement comme quand je vous le mets ici. Vraiment, moi j'estime, je fonctionne aussi à l'honnêteté le plus possible. Montrer que son offre est raisonnée et que vous allez éviter de passer pour un marchand de tapis. Pourquoi? Parce que vous allez dire, moi je fais les choses parce que. Il y a une étude qui montrait, j'avais lu ça dans le livre d'Olivier Roland, tout le monde n'a pas eu la chance de rater ces études, où en fait, le fait de justifier, même si la raison n'est pas valable, augmente les chances de réponse d'un taux extraordinaire. Je crois que lui, il avait pris un exemple avec une photocopieuse où en fait le simple fait il y avait une queue, tout le monde voulait faire ses photocopies dans une entreprise et il y avait des personnes qui réussissaient à passer devant les autres, ne serait-ce que parce qu'ils utilisaient le mot parce que. Ils disaient écoutez, moi j'ai des photocopies à faire parce que je suis pressé par exemple. Et bien rien qu'en donnant une raison, quelle que soit la raison, même si elle est un peu bidon, au final, ils réussissaient à passer devant. Ça montre quoi? Ça montre que le cerveau humain, il est prêt à lâcher un peu de lest s'il y a des raisons plus ou moins valables. En quoi ça rejoint l'immobilier et la négociation? Simplement que si vous donnez des raisons
qui justifie un petit peu votre prix, vous allez peut-être avoir quelqu'un en face qui va se dire « Ah oui, il n'a pas dit ça pour rien, il est obligé de faire attention lui aussi ». Des techniques supplémentaires testées, donnez une possibilité intéressante au vendeur. Si vous avez entendu un besoin du vendeur, montrez que vous ferez tout pour l'aider. Par exemple, vous savez qu'il a besoin d'une vente rapide, montrez que vous allez l'aider. Montrez que vous allez faire en sorte de booster le notaire, booster le banquier. Ça fait longtemps que vous travaillez avec eux et que de toute manière, s'ils fonctionnent avec vous, vous allez mettre tous les éléments en place pour que ça aille le plus vite possible. Vous êtes en train de montrer que vous avez bien compris ce que lui attendait et surtout ce que lui avait comme besoin. Et ça peut être une différence. Je vous croyez-moi, si vous êtes 3 personnes à pouvoir acheter ce bien immobilier, si vous avez apporté cet argument supplémentaire de rapidité, c'est vraiment quelque chose qui peut faire pencher la balance en votre faveur. Donc cette capacité de réaction peut vraiment être déterminante, donner l'impression que vous allez faire un gros effort. Ça aussi, c'est une technique qui est assez puissante psychologiquement et rend le vendeur plus apte à accepter une offre. Montrez que vous allez faire des efforts, quel que soit le type d'effort, mais montrez que vous êtes en mesure de les faire. Évitons quelques erreurs grossières. Ne pas négocier, ça peut être une erreur dans 90% des cas. Ce n'est pas toujours le cas, on va voir des exemples, mais dans 90% des cas, si on ne négocie pas ou qu'on n'essaie pas de négocier, on ne sait absolument pas jusqu'où on aurait pu aller et jusqu'à quel prix on pouvait obtenir un bien immobilier. Il y a toujours un élément à négocier et la moindre négociation en immobilier, ne perdez pas de vue qu'elle vaut des milliers d'euros. Parfois, une offre au prix peut s'avérer aussi très rentable. Clairement, une offre au prix, ça doit être une très bonne affaire dès le début de la vente. Je l'ai vu particulièrement une fois, je l'ai vu plusieurs fois, mais il y a une fois vraiment où ça m'a marqué, sur un immeuble de 7 appartements, où là, clairement, il n'y avait aucune discussion possible puisque je savais pertinemment que le premier qui allait passer après moi allait faire une offre au prix. Et si moi, je m'amusais à négocier, je n'aurais pas eu le retour du vendeur pendant que quelqu'un d'autre aurait déjà fait une offre au prix. Donc là, ce n'était pas du tout intéressant. Si vous êtes déjà sûr de tomber dans la règle des 70 dès le départ sans faire d'offre, ça serait vraiment dommage, et même peut-être l'optimiser, ça serait vraiment dommage de perdre l'affaire à cause de 1000 euros ou 2000 euros qui vont vous faire gagner 10 euros par mois pendant 20 ans. Réfléchissez à ça, je pense qu'il y a vraiment des cas dans lesquels il faut savoir faire une offre au prix. Ce n'est pas souvent, mais ça arrive. Une autre erreur, faire systématiquement une offre agressive. On l'a déjà vu, vous avez compris que je travaille beaucoup avec la philosophie du vendeur et l'état actuel des choses pour lui comme pour moi. Donc faire systématiquement une offre agressive, ça voudrait dire utiliser une stratégie qui ne sera pas toujours efficace ou qui ne sera pas toujours efficace dans certains cas. Donc aucun intérêt. Ne pas faire une proposition pour faire une proposition. Vous risquez de braquer les vendeurs. Il faut justifier pour faire une offre basse et vous devez en priorité cerner le type de vendeur et ajuster votre stratégie en conséquence. Trop parler et faire une offre stricte, ça peut être aussi une erreur. Il vaut mieux laisser parler les agents ou les vendeurs. C'est vous qui souhaitez des informations, n'oubliez pas ça. Donc, orientez, posez quelques questions, mais laissez parler les vendeurs. C'est eux qui vont vous apporter des informations. Vous allez trouver des techniques pour être malin et pour arriver à vos fins en termes de discussion, mais ne parlez pas plus que ça, ça n'aurait aucun effet. Même si vous devez rentrer en relation pour une certaine sympathie, ce n'est pas à vous de donner trop d'informations. Il est très délicat de dire rapidement c'est à prendre ou à laisser. Dans certains cas, ça peut être intéressant, mais attention, ce n'est pas si évident que ça à mettre en place et à dire. Soyez poli, questionnant, à l'écoute et courtois. Mettez-vous quelques minutes à la place du vendeur. C'est un très bon exercice. Vraiment, quand vous allez être sur le tas, que vous allez faire des visites et que vous allez voir les vendeurs, surtout les vendeurs en direct, prenez quelques minutes à un moment donné, réfléchissez à tout ce que vous avez entendu et essayez de vous mettre à sa place en fonction de son caractère, ce qui est un peu délicat, mais aussi en fonction de toutes les données. Ses dettes, son divorce, le fait qu'il doit y vendre, le fait qu'il soit émotionnel par rapport, qu'il soit sur l'affect par rapport à un bien, peu importe, prenez un peu de temps, mettez-vous à sa place, vous allez voir, c'est un excellent exercice qui va vous en dire très long. Une autre erreur, ça serait de trop dépasser le montant de départ. Le travail de l'offre maximale doit servir de repère. Je le répète, on l'a déjà vu, cette offre maximale, vous l'avez fixée, ce n'est pas pour rien. C'est vraiment parce qu'elle vous sert de base. Donc surtout, attention à ne pas trop la dépasser. Ne vous laissez pas porter par l'émotionnel, vous non plus, en partant sur quelque chose qui vous plaît. Vous savez qu'il y a vraiment un coup à faire. Attention, si on ne dépasse trop les prix, c'est que ce n'est pas la bonne affaire. Si le bien plaît mais est trop cher, vous en trouvez un autre, ça vous pouvez en être certain, ne vous inquiétez pas. Vous aurez d'autres opportunités, donc ne vous entêtez pas si ce n'est pas possible.
Ma conclusion pour ce cours, vous allez progresser énormément dans le domaine de la négociation. Vous allez voir des éléments, vous allez apprendre à comprendre les vendeurs, vous allez apprendre à cerner les agents immobiliers et vous allez aussi apprendre à vous connaître et savoir vos réactions. Vous devez absolument grandir et apprendre sur ces points-là. Il y a vraiment le fait de lire, le fait de passer à l'action, le fait de discuter avec des agents, avec des personnes qui font les travaux, des artisans. Toutes ces discussions vont aboutir à des relations humaines qui vont vous être très utiles. La psychologie, le fait de bien cerner l'approche d'un vendeur, ça va être aussi déterminant. Faites un petit exercice de temps en temps, mettez-vous dans la peau d'un vendeur qui viendrait de subir quelque chose. Si vous avez déjà subi un divorce, par exemple, je pense que c'est très facile de comprendre dans quel état d'esprit on peut être émotionnellement et de comprendre que le côté matériel à ce moment-là n'est peut-être pas très important. Vous auriez peut-être envie de quelqu'un en face qui ne soit pas trop agressif, qui soit prêt à acheter votre bien et à la rigueur, vous pourriez céder peut-être quelques dizaines de milliers d'euros. Il faut essayer vraiment de se mettre à la place d'un vendeur en fonction des connaissances de sa situation. Vous allez finir par définir plus précisément vos propres méthodes. Ici, elles ne sont que des aides. Tant que vous ne les avez pas mises en pratique, on ne peut pas définir des méthodes comme fonctionnantes, comme pertinentes et comme déterminées. Vous devez vous adapter avec ces méthodes et faire en sorte de les maîtriser. La pratique va vous guider progressivement. Les agents, comme nous allons le voir, peuvent être d'une grande aide dans ce domaine et c'est vraiment un point d'appui qui va pouvoir vous intéresser dès le départ. Je vous dis à très bientôt pour le prochain cours.